On va parler dans quelques instants de la Réunion. Ce soir, autour de Manuel Valls, de plus de 150 parlementaires, députés et puis sénateurs, donc valsistes, en tout cas qui soutiennent la campagne de Manuel Valls. Mais d'abord, ce remaniement. Pierre Jouvet, on se doute que vous allez nous dire ce soir tout le bien que vous pensez de ces changements et en particulier de la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon. Mais est-ce que selon vous, ce choix, c'est un choix qui s'imposait? Bernard Cazeneuve, il est avec Jean-Yves Le Drian, le ministre auquel on reconnaît un vrai sérieux et même une austérité. C'est ce qu'il faut pour les mois restants, oui, les 5 petits mois restants. Je crois que c'est le sens de l'État qui a parlé aujourd'hui et qui va dans la droite ligne de la décision annoncée par le président de la République il y a moins d'une semaine. C'est tenir l'État, faire respecter les arbitrages politiques qui sont faits. Il reste 5 mois politiques qui sont importants parce que il ne faut pas sauter les étapes. Il y a des campagnes qui vont arriver, une primaire, une présidentielle, mais la continuité de l'État, ça existe. Après les hommes, l'État reste et l'État reste toujours. Et je pense que c'était important de nommer comme ministre, comme Premier ministre, mais aussi comme ministre de l'Intérieur, des hommes qui ont ce sens des responsabilités et cette capacité à gérer des dossiers extrêmement importants. On est dans une période délicate. Notre pays a été frappé par des attentats. On sait que malheureusement, ça peut arriver à tout moment. Et je pense qu'il faut des hommes compétents, ou des femmes compétentes, mais en l'occurrence ce sont des hommes, mais des hommes compétents sur des postes aussi stratégiques et aussi importants. Donc je pense que ce remaniement va dans le bon sens. Daniel Simonet, sur Bernard Cazeneuve ce soir, l'opposition se montre plutôt bienveillante. L'êtes-vous aussi? Non, écoutez, vous savez, aujourd'hui, c'est un triste anniversaire. Il y a 30 ans, c'était la mort de Malik Oussekine. Moi, j'étais jeune lycéenne lors du mouvement contre la loi de Vaquet. Et à la mort de Malik Oussekine, eh bien, M. de Vaquet, ministre, avait dû démissionner. Et aujourd'hui, on nomme Premier ministre M. Cazeneuve, qui était donc ministre de l'Intérieur, quand Rémi Fraisse est décédé suite à cette répression à l'encontre de la mobilisation. Il y a eu toute une enquête, malheureusement, sur ce drame terrible, et écoutez, vous en connaissez la conclusion. Oui. Mais M. Cazeneuve est le ministre de l'Intérieur qui a utilisé et exploité l'état d'urgence pour organiser une répression à l'encontre des mobilisations contre la loi travail, qui ont été d'une extrême dureté, qui a amené à une criminalisation de l'action syndicale. Vous avez eu de très nombreuses arrestations, vous avez encore en ce moment des procès à l'encontre de manifestants, et il y a eu beaucoup de problèmes avec l'usage aussi du flashball, des grenades de désencerclement. Écoutez, oui, c'est une provocation parce que après le Premier ministre Manuel Valls, qui est quand même le symbole de la casse du Code du travail, de la loi travail, eh bien on a le ministre Cazeneuve qui a été celui qui a remis en cause nos libertés fondamentales, je trouve, dans sa façon de mettre en place une politique très sécuritaire. Michel Urvoas, avec Bernard Cazeneuve à Matignon, il n'y aura pas, ou il ne devrait pas y avoir, en tous les cas, j'allais dire, de problème avec l'Élysée. C'est pas vécu du tout, au contraire, c'est vécu comme une forme de continuité. Le président pourra afficher une image d'unité pour ces derniers mois d'entente, pour ce quinquennat finissant. Ça me fait penser, cette séquence, à quelqu'un qui ne maîtriserait plus le scénario, qui ne maîtriserait pas le casting et qui ne maîtriserait pas non plus la date de sortie du film. Je crois que François Hollande ne maîtrisait plus rien, il a tout subi, il n'a pas choisi de renoncer, il a dû renoncer, il n'a pas choisi de remercier Manuel Valls, c'est Manuel Valls qui est parti, il n'a rien choisi du tout. Et là, il faut qu'il réussisse le dernier épisode du film. Le dernier épisode, c'est d'essayer de limiter la casse, de recoller même quelques morceaux. Et de ce point de vue-là, Bernard Cazeneuve, et moi je ne porte pas un jugement même sur l'homme, je constate de manière clinique ce qui se fait, ce qui se décide. De ce point de vue-là, Bernard Cazeneuve est effectivement celui qui garantit le plus d'harmonie avec l'Élysée, le plus d'harmonie même au sein de la majorité présidentielle, parce que quand vous écoutez les socialistes qui l'ont fréquenté, qui ont travaillé avec lui quand il était à l'intérieur, ils vous diront des choses très différentes de ce qu'il disait à propos de la manière de faire de Manuel Valls. Donc je pense que c'est quelqu'un qui... il y en a même beaucoup qui disent aujourd'hui, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pensé à lui avant. Jean-Luc Grosbeau, ce qui est particulier pour les téléspectateurs, pour nous tous les citoyens, c'est un remaniement avec un chef de gouvernement qui aura donc un bail de 5 mois, et c'est un quinquennat finissant. Donc dans l'histoire de la Ve République, c'est quasiment une première. On va avoir un discours de politique générale. Pourquoi? Pour dire quoi? Comme il l'a dit, pour préparer l'avenir. Mais il n'a pas défini ce qu'il entendait par préparer l'avenir. Est-ce que c'est la future présidentielle? En tous les cas,
ce choix me paraît pertinent. Parce que quand vous avez été ministre des Affaires européennes, puis ministre du Budget, puis enfin ministre de l'Intérieur, vous connaissez l'essentiel. Vous connaissez l'essentiel. Et d'autant plus que s'il y a des problèmes dans les mois qui viennent, ça viendra soit de l'Europe, soit du budget, soit de l'intérieur. Enfin, on peut imaginer. Alors, faire quoi? D'abord, il y a non seulement ils vont expédier les affaires courantes, mais notamment, par exemple, publier l'ensemble des décrets sur la loi travail. Il y en a 140. Et il y a un gros boulot à faire d'ici à la fin décembre pour le faire. Et c'est un travail de notaire, bien sûr, mais c'est quand même un travail complexe pour que la loi devienne véritablement matérialisée. Pour l'instant, ils en sont une 60aine simplement, donc il y a encore un paquet de travail. Mais surtout, je pense que le problème pourrait venir de l'imprévisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique et financière qui est extrêmement tendue et même indescriptible, imprévisible, c'est-à-dire sur la question des taux d'intérêt, sur le clash que peut opérer sur une banque. Donc il y aura peut-être ces prochains mois des décisions rapides, profondes à prendre. Donc il a préféré prendre un homme assez stable, qui connaît bien les dossiers, qui lui est a priori totalement favorable et fidèle. Et c'est ce choix-là qu'il a porté. Oui, mais on ne nous a pas parlé, Pierre Jovet, tout à l'heure, de cette instabilité, de ces prochains défis. On a plutôt mis le curseur, et c'est très important évidemment, sur la mission de sécurité, de protection des Français. Est-ce que ça veut dire que sur le reste, on gère simplement les affaires courantes et sans plus? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est un tout. C'est quelque chose de global. Aujourd'hui, on a une responsabilité qui est la responsabilité quand on est Premier ministre, comme le ministre de l'Intérieur, qui est celle de protéger les Français. Protéger les Français. Protéger les Français. C'est pas les décrets d'application de la loi travail qui vont protéger les Français. Je crois que la loi travail ne va pas tuer de Français. Ne soyons pas caricaturaux dans ce débat, s'il vous plaît. Je crois qu'aujourd'hui, quand je dis qu'on protège les Français, vous allez voir les licenciements qu'il va y avoir dès le premier mois, à la fin du premier mois. Tout ça, et de la posture, on y reviendra dans le débat. Si vous êtes dans la posture, mais c'est fréquent. Vous avez des dispositions qui permettent pour les petites entreprises, dès qu'elles sont en diminution d'activité, de pouvoir licencier. Or, ce qu'elles ont besoin, c'est qu'on les réconforte dans un carnet de commandes, dans une relance de l'activité. Réconforter dans un carnet de commandes, madame. C'est pas avec une politique de l'offre. C'est ce qui a été fait. Vous avez fait une politique de l'offre avec des moyens énormes alloués par le CICE qui arrive par le 440. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, ce sont des faits constatés. On n'est pas d'accord et je constate ce désaccord. Une chose est certaine, c'est que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, les marges de manœuvre des entreprises n'existaient plus. Les marges de manœuvre des entreprises étaient à zéro. Nous étions en incapacité dans ce pays, pour les chefs d'entreprise, de pouvoir redégager des marges de manœuvre, soit pour investir, soit pour embaucher. Force est de constater que vous ne partagez pas ce point de vue. C'est un désaccord de fond. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, le CICE, aussi pour les petites entreprises. Vous savez, moi, des petites entreprises, des artisans, j'en rencontre, des commerçants, on en voit, ils ont eu du CICE et le CICE leur permet la sous-traitance en chaîne. On va imposer des règles simplement, évidemment, laissant vivre le débat, c'est que le téléspectateur puisse comprendre ce que vous dites. Je crois que c'est l'essentiel. Non, ce que je veux dire, c'est que... Permettez que je pose ma question. Est-ce que vous reconnaissez au moins que sur le CICE et d'autres questions, eh bien, les fruits ne sont pas arrivés de vos actions? Est-ce que vous reconnaissez que les fruits ne soient pas arrivés suffisamment rapidement? Le président de la République l'a reconnu lui-même. Il a dit un certain nombre de choses jeudi dans son allocution présidentielle. On va tellement vite, le temps politique est tellement pressé qu'en moins d'une semaine, on a le président de la République, cas inédit dans cette 5e République, qui annonce qu'il n'est pas candidat à sa propre succession, non pas par empêchement, mais par choix. Par choix de dire ma personne pose une difficulté pour ma gauche, pour la gauche dans ce pays. Oui, c'est un choix. Mais écoutez, il aurait très bien pu. Mais vous ne croyez pas que Nicolas Sarkozy ou d'autres n'auraient pas été forcés de la même manière? Le président de la République, s'il avait fait la même allocution la semaine dernière et qu'il avait dit je suis candidat, s'il avait dit je suis candidat pour être président de la République, rien ne l'aurait empêché, les institutions le protéger. Une chose est certaine, c'est qu'il a mis l'intérêt général au-dessus de son intérêt particulier. Et que si les femmes et les hommes politiques de ce pays avaient le même sens des responsabilités, bien vous savez, dans le cadre de la primaire qu'on est en train d'ouvrir, Jean-Luc Mélenchon comme Emmanuel Macron prendraient aussi leurs responsabilités. Mais c'est un petit congrès du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans un petit congrès du Parti Socialiste? Si ce qu'on veut, c'est que François Fillon soit président de la République, c'est votre choix, ce n'est pas le mien. Si nous avons au moins un minimum de valeurs communes à gauche, et moi je le crois, je pense que nous avons encore des valeurs communes, alors lançons-nous ensemble dans cette bataille présidentielle.
Qu'est-ce que vous répondez à cet appel, cette main tendue encore Mais écoutez, d'abord, je dirais que M. Hollande était obligé d'abdiquer. Voilà, il montre la fin de règne de la 5e République. Mais oui, mais c'est tout comme une abdication. Tout simplement parce qu'il ne peut pas assumer son bilan devant les Françaises et les Françaises. Et l'ensemble des candidats qui sortiront des primaires et qui ont participé à la politique de ce gouvernement seront redevables de ce même bilan inassumable. Et si nous ne participons pas à ces primaires, c'est parce qu'il va l'assumer. Hein. Eh bien oui, il l'assumera et il en tirera les conséquences. Les Français en tireront les conséquences. Monsieur Manuel Valls prend Matteo Renzi comme modèle, il l'a toujours pris comme modèle, eh bien qui regarde un petit peu l'évolution de l'ensemble de la social-démocratie européenne. Oui, je vous entends bien. Et vous allez voir ce qui va se passer à ces prochaines élections. Et regardez bien la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle incarne justement une volonté de s'attaquer à la racine des problèmes. Et juste une dernière phrase sur le CICE. Quel est l'impact du CICE? Eh bien, c'est quasi un hold-up d'argent public qui a permis d'augmenter les dividendes reversés aux actionnaires de plus de 40%. Les petites entreprises n'ont pas besoin de cela. Elles ont besoin d'une relance de l'activité. On ne va pas refaire le scénario de tout le quinquennat là en quelques minutes. Il nous faudrait un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est un bilan catastrophique. C'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait un débat dans la primaire. Ce que je voudrais dire, c'est que sur un plan politique, le calcul va être très difficile pour Manuel Valls, parce que je pense qu'il y a un décalage entre la politique qu'il a menée et qu'il assume effectivement, ou qu'il dit vouloir assumer, et l'électorat qui sera celui de la primaire. La primaire a pour particularité d'extrémiser les positions, d'extrémiser les votes. On l'a bien vu avec la droite, ça a droitisé le vote, et avec la gauche, je pense que ça va aussi déporter le vote sur la gauche. Pour Manuel Valls, c'est très compliqué. Lui qui a mené sur le plan budgétaire, sur le plan fiscal, sur le plan de la dépense publique, qui a mené une politique de rigueur, qui est la même d'ailleurs, qui produit des échecs électoraux dans les autres pays. Politique d'austérité. Je ne dis pas que c'est pas cette politique qu'il faut mener. Je dis non, mais moi je suis pas militant politique. Je sais bien. Et je traduisais pour nos. Voilà, mais on avait compris. La rigueur, c'est l'austérité, oui. On avait compris. Je ne dis pas que c'est ça, que c'est pas ça qu'il faut faire, mais la conséquence politique, c'est celle-là. Pourtant, Jean-Luc Gombault, la ligne économique sociale libérale de la seconde partie du mandat est proche quand même de celle que Manuel Valls avait lui-même défendue pendant la primaire PS de 2011. Il n'a donc pas à se dédire. Il y a un problème quand même, parce qu'il va lui falloir défendre un projet, il va falloir défendre un bilan et développer un projet. C'est une situation un peu inédite. Balladur s'est trouvé un petit peu de cette situation. Il sortait comme Premier ministre, à peine sorti comme Premier ministre, il s'embarquait dans la campagne électorale et il n'a pas pu incarner le moindre changement, et c'est pour ça que Chirac a ramassé la donne. Et là, M. Valls va se trouver dans une situation... Il faut défendre le bilan. D'ailleurs, il n'arrête pas de dire ça. Il dit il faut défendre le bilan. Et en même temps, il faut défendre que lui, ça sera autrement. Autrement dans quel sens? M'a frappé, moi, de voir qu'hier, il n'a pratiquement pas parlé des questions économiques. C'est comme si ça ne l'intéressait pas véritablement. D'ailleurs, c'est une tradition. Il ne s'intéresse pas vraiment à l'économie. D'ailleurs, vous remarquerez que toutes les propositions de Valls sur les questions économiques, c'est jamais les siennes. C'est des propositions qu'il pique à gauche, à droite, plutôt à droite. D'ailleurs, vous prenez les 35 heures, le contrôle de la Commission européenne des budgets, le système de la TVA sociale. Enfin, il y en a toute une série qui ne se présente. On a l'impression qu'il est un peu comme un coucou qui pond des œufs un peu dans tous les paniers pour ne pas mettre les siens dans le même panier. Donc, il n'y a pas une espèce de créativité. Comment il va faire un projet? Si c'est ça qu'il défend, ça va être très très compliqué dans la primaire. Oui. Moi, je crois plutôt qu'il va procéder par opposition au projet de François Fillon. Samedi dernier, il y avait la réunion de la Belle Alliance Populaire. Enfin, je sais pas, le nom fait un peu curieux à prononcer, mais et les discours qu'on pouvait y entendre étaient des discours sur l'éducation notamment, sur la santé notamment, sur un certain nombre de sujets, qui étaient des discours à chaque fois orienté contre le projet de François Fillon. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. On va l'écouter. Manuel Valls, invité du 20h de France 2, qui s'est placé comme le premier opposant à Marine Le Pen et également à François Fillon et à son programme. On l'écoute. Je connais le scepticisme des Français.
Je le sais, je pense notamment à ceux qui sont au chômage, dans la précarité, dans la pauvreté. Je pense aux retraités qui touchent des petites pensions. Le monde est difficile et dur pour eux. Il y a des millions de Français qui se sentent rejetés, parfois humiliés, oubliés. Dans ce moment décisif pour le pays, ils vont pouvoir comparer avec le programme de l'extrême droite, qui ferait sortir la France de l'histoire, qui ruinerait les ouvriers, les petites gens, les retraités, et avec le programme de François Fillon, qui est un homme que je respecte, bien évidemment. Il a été Premier ministre, c'est incontestablement un homme d'État, mais qui porte, et c'est ça qui me paraît essentiel, le projet le plus dur qui n'ait jamais existé et qui va remettre en cause profondément notre modèle social en cassant et la sécurité sociale et l'hôpital public. Pierre Jouvet, est-ce que vraiment ça va suffire de dire au secours, la droite revient et regardez ce chiffon rouge du Front National que j'agite encore? Non, ça ne suffira pas. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Avoir un bilan, ça ne fait pas gagner une élection. Et on s'en rappelle tristement en 2002. François Hollande a un bilan que nous défendrons et que nous assumerons avec fierté. Et moi je le dis et je le revendique. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui Manuel Valls le fasse. Vous êtes un soutien de Manuel Valls. Aujourd'hui, j'y reviendrai. Enfin, je crois que c'est clair. Aujourd'hui, non mais moi je trouve une chose simple. Vous savez, pendant 4 ans et demi, moi j'aime la cohérence en politique. Pendant 4 ans et demi, il a été mené une politique que j'ai défendue à plusieurs reprises ici sur votre plateau. J'ai été un fervent soutien de François Hollande. Je pense que non seulement l'histoire lui rendra raison, qu'il aura été un grand président de la République, mais qu'il aurait été un excellent candidat. Aujourd'hui, moi j'observe ce qui se passe dans cette primaire. Je l'ai dit, je souhaite une primaire la plus ouverte possible. De Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les personnes qui sont sur la ligne de départ, force est de constater que Manuel Valls est dans la ligne que moi je soutiens. Donc oui, clair. À titre personnel, je soutiens Manuel Valls. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit tout à l'heure Daniel Simonet, qui a parlé d'une véritable dynamique derrière Jean-Luc Mélenchon? Et on la constate avec une effervescence dans les meetings, on la constate avec beaucoup de suivi, j'allais dire. C'est quand même important sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la gauche, Sans doute qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas ne pas constater, effectivement, nous en parlions tout à l'heure, que Jean-Luc Mélenchon fait le plein dans ses meetings, que ses vidéos tourne sur Facebook de manière importante et que le discours qui est porté par Jean-Luc Mélenchon peut toucher. Moi, vous savez, il n'y a qu'une chose qui fait foi. C'est le jour de l'élection. Donc nous verrons à ce moment-là et nous aurons un débat politique. Moi, ce que je veux simplement dire sur le fond, il a été dit, et j'espère que cette campagne présidentielle remettra aussi des vérités un peu en place. Vous savez, quand depuis 4 ans et demi, un peu de partout, j'entends parler d'austérité. Moi, je veux rappeler une chose. L'austérité, c'est pas créer 60 000 postes dans l'éducation nationale. Mais il n'y en a pas 60 000 qui ont été créés. L'austérité, il va y en avoir 60 000. On en est à 53 000. C'est faux, vous comptez dedans les stagiaires. Vous mélangez l'ensemble des chiffres. Ce n'est pas le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Bien sûr, ce n'est jamais suffisant. L'austérité, ce n'est pas de remettre la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Ce que je veux simplement dire, la retraite n'est plus à 60 ans. Pour les carrières longues, elle l'est. Moi, je rencontre des gens, madame, dans mon canton, de Saint-Vallier, des vrais gens, pas dans la posture comme vous le faites. Moi, je rencontre des gens qui, grâce à François Hollande, ont eu la retraite à 60 ans. C'est un mensonge de dire ça. C'est un mensonge que la retraite à 60 ans pour les carrières longues n'existe pas. Moi, j'ai des ouvriers chez moi dans ma ville, madame, des vrais ouvriers, pas ceux que vous théorisez. Moi, des ouvriers que je vois au quotidien, qui ont eu la retraite à 60 ans grâce à François Hollande. Oui, à taux plein. Bien sûr. Alors maintenant, ce débat, ça suffit. Vos mensonges, ça suffit. Monsieur Valls la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous faites croire aux Français qu'on a mené une politique d'austérité. C'est faux. Non, j'ai pas besoin de faire croire aux Français. Les gens sont capables de voir. Modèle de François Fillon. Les gens sont capables de voir la politique qui a été faite de casser le code du travail. Oui. Les lois Macron, bien sûr. Si vous préférez la droite, c'est votre choix, ce n'est pas le nôtre. Parce que les avancées sociales, il va finir par se calmer et je vais sans doute pouvoir intervenir. Parce que les avancées sociales, nous les avons réalisées. Ah, des avancées sociales, vous faites gouvernement. S'il vous plaît. Daniel Simonet, Pierre Jouvet, je ne vais pas besoin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je voudrais réagir. Je voudrais poser ma question, sinon, c'est pas possible dans ces conditions, je crois. Moi, je voudrais savoir quel va être l'axe de campagne par rapport à tout ce qui est dit de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça va être enfin, selon vous, l'heure de la clarification et voir finalement quelle gauche vont préférer, ou en tous les cas, pour quelle gauche vont opter les Français? Mais écoutez, M. Valls commence déjà à essayer de jouer de l'argument du vote utile. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, je pense que le vote de Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote nécessaire qui permettra d'empêcher un deuxième tour Fillon-Le Pen. Et quand on voit le programme de Fillon extrêmement dur, suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, casse de la sécurité sociale, eh bien mieux vaut avoir
un candidat qui a un programme extrêmement clair. Prenez la question de la sécurité sociale, dont a pu parler Monsieur Valls, et qui n'a absolument pas été améliorée dans ce mandat. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait proposer aujourd'hui? Pourquoi ne pas proposer justement de faire progresser cet héritage du Conseil national de la résistance et proposer par exemple à tous les indépendants qui sont par exemple au RSI et qui n'ont pas du tout les mêmes droits que les salariés, de pouvoir rejoindre le régime de sécurité sociale générale. Comment ça se fait qu'on ait des médicaments qui ne soient remboursés qu'à 35%? Soit le médicament il est efficace, alors il doit être remboursé à 100%. Soit il est inefficace, il faut le sortir de là. Des questions extrêmement concrètes. La question sociale, la question aussi démocratique par la 6ème République et la résistance sur justement les directives libérales européennes. Mais Daniel Simonet est déjà dans le 2e ou le 3e tour de la présidentielle. Avant ça, il y a une primaire et que je sache, Manuel Valls ne l'a pas encore gagnée. Donc, et d'ailleurs, le score, le résultat dépendra beaucoup de la participation. Selon qu'elle est plus ou moins importante, ses chances seront aussi plus ou moins importantes. Donc, avant qu'il ait gagné, avant de dire qu'il a gagné, avant de dire que ce sera lui l'adversaire, que ce soit lui ou un autre, ce sera le même programme. De Jean-Luc, pas forcément. Bah, si ce sera Arnaud Montebourg, c'est différent. Pardonnez-moi, vous le savez. Privatisation du logement social, il y a des problèmes. Je pense que ça change des choses. Ça n'est pas le même électorat. Et je pense que ça change des choses à gauche et ça en change au centre. La primaire de la gauche va être extrêmement compliquée. Très compliquée, beaucoup plus que la primaire de la droite. Il y avait des différences entre... C'est pas la primaire de la gauche, la primaire du PS. La primaire du PS. Pourquoi? Attendez, s'il vous plaît, on va laisser la parole à notre chroniqueur. Parce qu'entre M. Juppé et M. Fillon, il y avait des différences. Mais le cœur était le même, le curseur était le même, le cœur était exactement le même. Et la force de M. Fillon, c'est d'avoir frappé au cœur de ce que véritablement souhaitent les gens de droite. Mais quand vous regardez à gauche, dans le Parti socialiste même, il y a d'énormes différences. Et où est le cœur? Où est le cœur? On ne le voit pas bien. À gauche? Oui, le cœur est à gauche, oui. Exactement, le cœur est à gauche. Mais le problème, on ne le voit pas bien. Même entre Montebourg et Hamon, c'est très différent. Vous avez une conception économique très productiviste chez Montebourg. Vous avez chez Hamon une conception plus écologique, beaucoup plus européenne que ne l'est Montebourg. Vous avez chez Valls une conception de social-libéralisme un peu qui... Donc, écolo, pas trop, problème, il n'y a aucun qui soit vraiment écolo. Peut-être, donc, Hamon, si, quand même. Si. Enfin bon, il y a des différences beaucoup plus... Il y a des clivages beaucoup plus importants qu'on en ne trouve à droite. Autrement dit, le fait de la réunion de ce Parti socialiste sur un même candidat va être infiniment plus complexe. Et je souhaite bonne chance à M. Valls parce que ça va être extrêmement... Dès qu'il sort un peu des généralités de gauche, laïcité, etc., il est en difficulté sur les propositions concrètes. Et on le voit déjà dans ses premiers discours. Certains, et notamment à droite, parlent d'une spirale de l'échec pour cette primaire. On écoute le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi. Je vous donne la parole juste après. Il n'y a rien à attendre, les résultats sont calamiteux. Je ne vois pas quel candidat de gauche aujourd'hui peut dépasser 20%. Ou alors, il faut qu'il y en ait qui se retirent, mais ce n'est pas l'air du temps. Et quand vous êtes dans l'échec, la spirale de l'échec est terrible. Parce que personne ne veut se retirer, parce que personne ne veut dire que le bilan est le sien, parce que personne ne veut dire que l'autre est meilleur. À partir de là, la division fera l'échec. Et l'échec fait la division. Voilà, ça ne sera pas, mais ça tout le monde le sait, tous les candidats le savent, une primaire tranquille, Michel Hervois, c'est tout sauf cela qui s'annonce. Oui. Alors déjà, si on regarde d'un point de vue général, la part de marché, si j'ose dire, de la gauche, c'est grosso modo 40%. Et 60% pour les deux droites, l'extrême et la normale. Et dans le 40% de la gauche, il faut se le partager entre trois forces. Un centre-gauche autour de Macron, une gauche claire et nette autour de Mélenchon, et puis un troisième tiers de ce 40% qui sera autour du vainqueur de la primaire. Ça me paraît compliqué avec ça de gagner. Deuxième réflexion concernant l'appel qui est lancé sans arrêt à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon de participer à la primaire. Et qui est sans cesse rejeté. Mais bien sûr, mais c'est une non-question. C'est un appel qui n'a pas d'objet, puisque l'un et l'autre ont théorisé le refus de la primaire pour des raisons que j'expliquais tout à l'heure, parce que ça fausse en quelque sorte le jeu, la sélection. Et deuxièmement, surtout, la règle d'une primaire, c'est que les vaincus
soutiennent le vainqueur. Je n'imagine pas trop Jean-Luc Mélenchon soutenir Emmanuel Macron, par exemple, ni l'inverse. Voilà. Et même au sein du PS, ça va être très compliqué. Et honnête. Donc je ne vois pas, mon arithmétique n'arrive pas à trouver... Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Celle-ci va peut-être vous faire sourire. Pierre Jouvet, ça va nous faire du bien ce soir. C'est Citoyen Lambda qui vous dit à croire que François Hollande va pouvoir revenir et être rappelé en pacificateur. Reviens François. En pacificateur de cette primaire. Vous l'espérez, vous l'appelez de vos voeux. C'est un vœu pieux maintenant. Vous savez, je crois que quand on discute de tout ça, il faut toujours avoir une chose en tête, c'est les Français, c'est les gens, parce qu'on parle des gens, on fait de la grande politique, mais l'essentiel c'est les gens et ce qu'ils ressentent quand ils nous regardent dans nos débats. Moi, ce que je trouve vraiment, et je le dis sincèrement, je ne pense pas, même avec Daniel Simonet, on peut avoir des accrochages, mais moi je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Et j'aurai toujours plus de points communs avec vous qu'avec M. Fillon, toujours. Et quand je vous écoute, je me dis une chose simple, c'est qu'on a le même objectif. Bien sûr qu'on peut avoir des divergences de fond. Et moi, ce que je regrette, et je partage votre analyse, si nous étions en capacité de faire cette analyse que vous avez faite, de nous mettre au-dessus pour l'intérêt général en disant aujourd'hui, la gauche est morcelée, la gauche est éclatée et la gauche peut mourir. La gauche peut mourir et notre responsabilité collective, c'est de dire, rassemblons-nous dans une primaire, faisons ce débat. Et moi, quel que soit celui qui gagne cette primaire, je le soutiendrai. Je le soutiendrai parce que c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques que nous sommes. Mais ça, c'est les Français. Moi, je ne veux pas 500 000 fonctionnaires de moins. Je ne veux pas la retraite à 67 ans. Il y a le discours et il y a les actes. Mais moi, c'est un acte politique que je vous propose. Il y a le discours et il y a les actes. Les actes, quels sont-ils? Les actes, ça a été à François Hollande qui avait promis de renégocier le traité européen et qui ne l'a pas renégocié, qui avait promis de s'attaquer à la finance et qui, au contraire, pendant l'ensemble de son quinquennat, l'a servi et a servi ses intérêts. Moi, je vous dis une chose. Dans l'analyse que vous faites de la situation politique, vous occultez une chose essentielle. Vous avez presque un Français sur deux qui aujourd'hui soit ne sait pas pour qui voter, soit n'ira pas voter. Cette question de droite-gauche, elle est pour pas mal de personnes, elle ne veut plus dire grand-chose parce que la politique à mener ce gouvernement est une politique de droite. Donc la vraie question aujourd'hui, elle va être comment on prend en compte par exemple l'impératif écologique. Est-ce que oui ou non, on décide de convoquer une constituante et d'inscrire la règle verte comme un principe essentiel dans la Constitution, c'est-à-dire le principe qui est de dire on ne peut pas préserver à la nature plus que ce qu'elle n'est capable. Est-ce qu'on s'engage dans une transition énergétique? Vous pourriez être d'accord. Non, je suis au contraire en train de dire. Est-ce qu'on a plus de points communs ou de divergences? Je suis au contraire en train de dire que la politique qui a été menée pendant ce quinquennat n'a pas simplement dénaturé le mot de gauche, elle a divisé le peuple. Eh bien, nous sommes pour l'abrogation de la loi travail. Nous sommes contre la déchéance de la nationalité. Sur ce plateau, les deux gauches sont irréconciliables. La candidature unique n'est pas pour demain. La candidature de Jean-Luc Mélenchon permet de fédérer le peuple. Voilà la très grande différence. Projet contre projet, les Français en décideront. Je voudrais en guise de conclusion, Jean-Louis Gombault, qu'on sorte un moment de nos frontières hexagonales avec ce paysage politique qui est très bouleversé chez nous, qui est très mouvant. Et bien pas très loin, outre-Rhin, en Allemagne. Angela Merkel vient d'être réélue au sein de son parti avec plus de 89%, je crois. Évidemment, la campagne va être compliquée, mais voilà, j'allais dire presque un phare, un point de solidité, de stabilité. Oui. Comment expliquer un petit peu ces images en miroir inversé? Parce que ça marche mieux que chez nous quand même. Ah oui. C'est-à-dire que eux aussi regardent au-delà des frontières. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ne souhaitent pas que beaucoup de gens y entrent, quoiqu'il y a beaucoup qui entrent. Et donc, le problème, c'est que ces gens-là disent, bon, on est les plus puissants en Europe, on est ceux qui avons le taux de chômage le plus bas. Et donc, ils regardent ça, et quelque part, même si Mme Merkel a été parfaitement secouée ces derniers mois, malgré tout, eh bien, c'est la moins mauvaise du lot. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'émerge pas beaucoup de personnalités fortes en Allemagne avec la présence de Mme Merkel qui apparaît. Merkel. Pardon ? C'est une catastrophe, le bilan de Mme Merkel. Quand vous regardez la précarité sur le travail. C'est quand même les Allemands qui vont décider, pas nous et pas vous. Oui, mais moi je peux vous dire néanmoins que la situation est catastrophique d'un point de vue de l'aggravation de la précarité au travail. C'est absolument pas un bon bilan. Pourtant, vous aviez souligné son action en faveur des migrants.
Alors attention, je suis aussi pas dupe des intérêts pour lesquels elle le fait. Elle est face à une population vieillissante et donc elle avait son intérêt économique à le faire. Mais elle s'est absolument pas battue pour changer cette logique d'Europe forteresse. Au contraire, elle négocie avec la Turquie en fermant les yeux sur la répression du peuple kurde. Voilà, montrer d'un côté l'effervescence du paysage politique français et quand même une relative stabilité pour le moment, Jean-Louis Gombault, puisque Angela Merkel, je crois qu'on en parle depuis plus de 11 ans, c'est bien ça qu'elle est dans le paysage politique. Justement, et donc je pense, vous dites que c'est une catastrophe, non. Je pense que le peuple allemand sait que ce n'est pas une catastrophe, même si ce que vous dites, évidemment, la classe dominante allemande, c'est très intéressant. Pas dominante, les électeurs allemands. Les électeurs allemands, quand même, lors des dernières élections, elle a quand même remporté. Évidemment, il y a la montée des partis d'extrême droite, mais les électeurs allemands lui sont reconnaissants du travail qu'elle a fait. En tout cas, nous verrons le résultat de ce qui sortira des urnes et en France. Merci pour ce débat. Elle se représente ce que n'a pas fait M. Hollande. Merci, et elle en a les moyens. Voilà. On croit. Merci en tous les cas pour ce débat passionné.